Bonsoir, c'est le genre de nouvelles qui fait froid dans le dos. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, le cas de ces employés qui se sont donné la mort parce qu'ils ne supportaient plus leurs conditions de travail. Je vous rappelle qu'il y a eu 3 suicides chez Renault et 1 suicide chez Peugeot Citroën. Alors bien entendu, des enquêtes policières et judiciaires sont en cours pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Mais une des questions posées par ces drames est la suivante. La vie au boulot, que ce soit dans les usines ou dans les bureaux, est-elle en train de devenir insupportable à cause du stress exercé sur les salariés ? Selon une étude récente, près d'1 salarié sur 2 déclare être stressé au travail et 1 salarié sur 5 considère que cette pression menace directement sa santé. Alors, jusqu'où votre patron est prêt à aller pour exiger de vous toujours plus de résultats ? À l'inverse, à quoi ressemblent les boîtes où il fait bon vivre et où les employés notent leur chef ? Les secrets de votre entreprise, c'est ce soir dans Capital. Allez, on est parti. Quand tu arrives en bas de chez lui, tu prends à gauche. Ces détectives privés ont pris en filature un salarié soupçonné de mal faire son travail. Ils ont été engagés par son patron, mais que vont-ils découvrir au bout de la traque ? C'est assez hallucinant quand même. Alors, c'est quelqu'un qui veut être licencié, qui veut plus assumer ce travail ou peut-être qui a trouvé un poste ailleurs. Caméras, flicage sur Internet ou même hotlines de dénonciation. Quelles sont les nouvelles méthodes de surveillance des salariés ? Tout cela est-il bien légal ? Crever le ballon d'un collègue avec un cure-dent, ça fait partie des rites d'initiation pour les 100 nouveaux embauchés chaque semaine ici. Nous sommes à Bangalore, en Inde, au cœur de la nouvelle Silicon Valley. Des entreprises avec club de sport et piscine, un rêve pour les jeunes informaticiens du pays. Vous êtes déjà baigné ici ? Oui, il y a 3 ou 4 jours. Mais à quoi ressemble l'envers du décor ? Pourquoi un salarié sur 6 craque-t-il au bout d'1 an ? Dans toutes les entreprises, c'est un peu la place du village, la machine à café. 30 centimes d'euros le gobelet, un remède en cas de coup de pompe. Vous l'aimez comment votre café ? Lent et très peu sucré. Moi je prends un cappuccino. Alors moi je bois pas de café, moi c'est chocolat. Qu'y a-t-il vraiment dans le gobelet ? Quelle guerre commerciale se livrent les 1000 fournisseurs du secteur ? Qui gagne de l'argent avec la machine à café du bureau ? Si le chef de rayon s'est mis au langage des signes, c'est qu'Abdel fait partie de l'entreprise. Cet employé est malentendant. Donc là, je lui ai demandé d'agrandir le facing de ce produit-là. Ouais. Il y a un paquet gratuit. Il y en a en stock là-haut. Une exception dans le monde du travail. En France, une entreprise sur 2 refuse toujours d'embaucher des handicapés. Pourquoi une telle discrimination ? Qu'est-ce qui fait si peur aux employeurs ? Pour commencer cette émission, nous allons parler d'un phénomène de plus en plus courant dans les entreprises, l'espionnage de ses salariés, ce que l'on appelle le flicage. On ne le sait pas toujours quand on est employé, mais notre patron dispose de plus en plus de moyens pour nous surveiller. Contrôle de notre ordinateur et de nos emails, écoute de nos conversations téléphoniques, sans parler des caméras qui peuvent filmer chacun de nos faits et gestes. Dans ce domaine, vous allez le voir, les technologies ne cessent d'évoluer, mais surtout, l'imagination de ceux qui nous espionnent semble n'avoir aucune limite. Alors, quels sont les nouveaux moyens de contrôle de votre patron ? Jusqu'où peut-il aller ? Qu'est-ce qui est légal et illégal ? C'est une enquête de Thibaut Formery. Bar, un charmant petit village en plein cœur de l'Alsace avec sa rue commerçante. À la pharmacie, le patron, c'est Monsieur Collat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un petit problème de confiance avec ses salariés. Au plafond, une quinzaine de caméras de surveillance filment sous tous les angles, y compris dans le coin des bas de contention. Caisse, linéaire, arrière-boutique ou encore entrée du personnel, ces caméras enregistrent tout 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Celles-là me permettent de voir où sont mes salariés, j'en ai dans toute la pharmacie. Longtemps, ce commerçant a fait toute confiance à ses salariés. Donc il y en a là. Mais il y a 1 an, il décide de s'équiper. Il y en a là. Un de ses employés les plus fidèles piochait dans la caisse depuis plusieurs années des dizaines de milliers d'euros de préjudice. Piqué au vif, il transforme son bureau en tour de contrôle. Vous voyez, là, elles sont en train de ranger la commande derrière. Donc je vois qu'elles sont occupées. C'est pas celle-là que j'irai appeler si j'ai besoin de quelqu'un. La demoiselle en face, bon, elle est juste en face. Là, en bas à gauche, c'est le préparatoire qui est à la cave. Oui. Donc s'il y avait quelqu'un en train de faire une préparation, je le saurais. Pour le patron, ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à craindre. Les employés savent à quoi s'en tenir.
Il y a des angles morts quand même, les caméras. Il y a des petits coins où vous êtes tranquille, vous savez, non? Non, pas vraiment, non. Mais on n'y pense pas tout au long de la journée. On s'arrête pas aux caméras. Ils sont habitués. Et les caméras, c'est loin d'être le dernier cri sur le marché de la surveillance des salariés. Chaque année, 5000 nouvelles entreprises se lancent dans cette course à l'équipement. Les employeurs peuvent maintenant épier les ordinateurs de leurs salariés ou encore les faire suivre par des détectives privés, voire même ouvrir des lignes téléphoniques pour la délation. Quelles sont les toutes dernières méthodes de vos patrons pour vous surveiller? Jusqu'où légalement ont-ils le droit d'aller? Près de Strasbourg, la PME de Nicolas Ritter, 34 ans, vend du matériel informatique pour le grand public. Des logiciels, des cartes mémoire, des imprimantes. Des produits de petite taille, mais très coûteux et faciles à voler. Alors ce jeune patron, lui aussi, a truffé sa société de caméras. Donc là, dans l'absolu, une caméra très importante pour nous. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'elle filme parfaitement la caisse. Mais ces caméras servent aussi de pointeuses. Ce matin-là, un chef de service lui a signalé 2 employés en retard. Ces deux-là. Ces 2 personnes devaient arriver à 9h et rentrent dans le bâtiment à 9h11. Et si tout le monde, tous vos salariés arrivent avec 10 minutes de retard, c'est préjudiciable? Si on le reporte au nombre de salariés, oui, c'est quasiment l'histoire de quelques salariés qui disparaissent dans la société, dans l'absolu. Mais là, depuis qu'on a ce système, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de conflit par rapport aux heures, il n'y a plus de conflit. Quand quelqu'un râle, on va lui montrer et c'est terminé, il n'y a plus de discussion. En fait, ces employés, ils les surveillent en permanence et pas seulement avec des caméras. Ils disposent d'une arme encore plus redoutable pour traquer ceux qui baillent aux corneilles. Il a engagé ce jeune informaticien Rodolphe. Sa mission, mettre fin à une habitude qui agace le patron, le surf sur Internet. Chaque jour, en moyenne, un salarié se détend une bonne demi-heure sur le web. La première distraction, généralement des personnes qui s'intéressent à l'informatique, c'est tous les sites de jeux. Ouais. Si quelqu'un est en permanence en train de jouer, forcément il ne fait pas grand-chose d'autre. Surtout que les jeux sont très pesants. Alors pour les salariés non cadres, notre patron a carrément bloqué l'accès à certains sites. Voilà, par exemple, si je veux aller sur un grand site de rencontre, un site de rencontre. Donc l'accès sera automatiquement refusé. Refuser les sites de rencontres, de jeux ou d'achats en ligne les plus visités. Et ce n'est pas tout. Maintenant, c'est assez restreint. Tout à fait, à tel point qu'on a restreint les moteurs de recherche. En voiture, pareil. Donc on ne peut pas faire de recherche, donc on est vraiment limité à des outils, à des sites qui sont vraiment nécessaires au travail et rien qu'à ça, quoi. Mais que faire pour les cadres qui ont besoin d'Internet pour travailler? Impossible d'interdire l'accès au site, mais Rodolphe, l'œil du patron, dispose d'un logiciel spécial pour les surveiller. Sur son écran, dans la colonne de gauche, figurent les prénoms de tous les cadres de la société. Je vais prendre par exemple cette personne. D'accord. Donc là on peut voir l'employé Seb U par exemple. Ça c'est sur la journée d'aujourd'hui. Par exemple on voit clairement qu'il a utilisé un moteur de recherche donc, qui est quand même assez connu. On va pouvoir voir les horaires. Donc ça a été utilisé à 9h59, à 9h10, à 9h38. Rodolphe a le détail de tous les sites que Seb U a consultés. Dans son cas, rien d'anormal, il n'a pas flâné sur Internet. Mais si Rodolphe tombe, comme ici, sur du téléchargement de vidéos ou pire, un site coquin, il intervient. Dans ce cas-là, ce sera un coup de fil pour savoir si effectivement c'est justifié. En général, il n'y a pas besoin d'aller bien plus loin, quoi. Un simple coup de fil suffit, quoi. Seule limite, les mails personnels. L'adresse du destinataire s'affiche sur cette ligne, mais Rodolphe affirme qu'il ne va pas plus loin. Vous pouvez pas lire le mail du tout. Vous en avez la possibilité informatique ou vous l'interdisez? Ah non, je me l'interdis clairement. Oui. D'accord. Mais c'est possible, je veux dire, techniquement, informatiquement, on peut faire beaucoup de choses. Quasiment tout est possible, ouais. Mais donc après, ça c'est quelque chose que j'irai pas faire parce que ça peut être du caractère privé, donc ça non. Ce flicage informatique très sophistiqué, Nicolas Ritter a été obligé par la loi d'en avertir tous ses salariés. Ça, en fait, tout salarié qui rentre dans notre société, on va lui remettre ce document. Ce document a été avalisé par les responsables du personnel et par l'inspection du travail. C'est écrit noir sur blanc sur la charte. Les services Internet ne sont autorisés que dans le cadre exclusif de l'activité professionnelle. Pour le patron, cette charte ne sert pas seulement à améliorer le rendement de ses employés, elle le protège aussi en cas de pratiques douteuses. Si demain il doit y avoir un contrôle
et qu'on détecte dans la société effectivement qu'elle sert de point de transition ou de fichier, la personne qui va être mise en cause sera le dirigeant de l'entreprise et pas le salarié. La société peut se retourner grâce à cette charte vers le salarié. Si cette charte n'existe pas dans une société, vous ne responsabilisez pas le salarié des actes qu'il fait. Il peut dire « je n'étais pas au courant que je n'avais pas le droit de le faire » et il se dégage de toute responsabilité. Voilà pourquoi officiellement, 70% des entreprises restreignent l'accès de leurs employés à Internet. Mais il y a encore plus fort pour surveiller les salariés, surtout lorsqu'ils posent problème. Ambiance polar sur Évreux, en Normandie. Certains employeurs viennent ici chercher des méthodes dignes de films d'espionnage. Rodolphe Desbois est détective privé depuis 13 ans, un privé dans la plus pure tradition. Donc vous êtes un vrai Sherlock Holmes? Bah, je sais pas, on essaie d'avoir son talent tout au moins et sa personnalité, c'est pas évident. Ouais, okay. Sa spécialité, la filature discrète de salariés pour le compte de patrons soupçonneux. Vol, arrêt maladie injustifié ou abandon de poste, le détective privé traque les employés photos à l'appui. Et le travail ne manque pas, 20 filatures par mois facturées jusqu'à 15 000 €. Chez vous, ça représente quoi dans votre activité? Ça représente aux alentours de 60% de notre activité. C'est énorme. Ce qui est beaucoup, effectivement. Alors, la prochaine enquête... Il a une affaire sur le feu. Un transporteur est en conflit avec l'un de ses employés, un livreur, qui a la fâcheuse habitude depuis des mois de ne pas finir ses tournées. Ce monsieur est censé faire. On verra demain. Il y avait très peu de choses qui étaient réalisées. C'est-à-dire qu'en fin de semaine, il y avait la moitié des clients ou 7 clients sur 10 qui étaient livrés. Le livreur prétend qu'il n'a pas le temps. Le patron, lui, est sûr qu'il tire au flanc et pour le prouver, il va le faire suivre à son insu. 9h, le lendemain matin. Rodolphe Desbois retrouve l'un de ses acolytes, Stéphane, pour la filature. À deux, ils vont surveiller ce livreur en essayant de ne pas se faire repérer. Nous devons donc filmer discrètement. Première mission, attendre le salarié près de chez lui. Il part chaque matin de son domicile pour sa tournée. La tension monte. Voilà, alors un petit peu toujours l'appréhension, hein, même au bout de 13 ans. On se dit toujours, bon, est-ce que tout va bien? Est-ce que ce monsieur va partir? Tout simplement, est-ce qu'on va pas avoir affaire à un excité de la pédale qui roule à 150 ou 160 sur autoroute ou 180, ça nous est déjà arrivé. 9h30, comme prévu, le salarié part de chez lui. C'est pour moi. Allez, on est parti. Quand tu arrives en bas de chez lui, tu prends à gauche. Notre coursier conduit cette camionnette blanche. Rodolphe et Stéphane ne vont plus le lâcher d'une semelle, alternant pour ne pas se faire repérer. Parce qu'on a des voitures, là, qu'on est suffisamment loin de ce monsieur. On va faire un petit cliché pour donner à notre client. Voilà, bon. Ce jour-là, le salarié doit effectuer 6 points de livraison. Il dessert les 2 premiers comme prévu. Pour l'instant, il respecte parfaitement son planning. Il est 10h07. Mais soudain, le livreur sort complètement de l'itinéraire fixé par son patron. Je sors. Tu préviens, la personne vient de rentrer sur un centre commercial, là où il n'a pas du tout à aller. Je sors. Ouais, j'y vais. Rodolphe doit récolter le moindre détail. Il suit donc le salarié qui vient de rentrer dans ce bar. Notre détective privé s'assoit au comptoir et prend cette photo avec son téléphone portable du salarié assis en salle. Voilà, donc notre personnage est installé à table, il est en train de boire un café, chose qui est tout à fait logique et tout à fait normale, mais par contre il a eu l'appel d'un ami, étant donné que je m'étais posté à proximité, ce qui m'a permis d'entendre que, eh bien, selon ses propres termes, ça me fait chier, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, je pense que vers 16h j'aurai fini. Voilà. Il n'est que 10h40. Le salarié a travaillé 1 heure en tout et pour tout, mais désormais les détectives pendus à ses basques vont aller de surprise en surprise. Il s'est garé sur une petite parking dès qu'il a tourné à gauche, là, face à la mairie. Après un passage chez lui, il vient à nouveau de se garer. Où est-ce qu'il est? Il est sur le parking derrière. Attends, je le prends avec Kyo. Stéphane le prend en filature.
Le livreur a pris du retard dans sa journée de travail. Pourtant, il choisit de s'accorder une pause à la piscine du coin. Il est bien parti à la piscine pendant son heure de déjeuner qui dure depuis 11 heures. 2 heures de piscine, un 3e point de livraison non desservi. Le coursier reprend sa route. Stéphane et Rodolphe sont toujours à ses trousses. Notre salarié a encore 4 paquets à livrer dans sa camionnette, mais il n'a pas l'air de penser aux clients qui l'attendent. Cette fois, il entraîne nos détectives en plein centre-ville. Le voici en train de se diriger vers une galerie commerçante. Après un petit tour chez le disquaire, il est entré dans cette bijouterie. Le salarié est en plein shopping et il ne se doute toujours pas qu'il est suivi. C'est assez hallucinant quand même. Alors, c'est quelqu'un qui veut être licencié, qui veut plus assumer ce travail, ou peut-être qui a trouvé un poste ailleurs et qui veut pas laisser donner sa démission. Bon, je sais pas, j'en sais rien, ou qui veut arrêter de travailler. 16 heures, après 2 heures de natation et 1 heure de shopping, le salarié est rentré chez lui. Rodolphe a réuni assez d'éléments pour venir faire dans la foulée son rapport au patron du livreur. Depuis des semaines, ce PDG cherchait à prouver le manque de sérieux de son salarié. Il va enfin être fixé. Le compte-rendu de cette mission. Un compte-rendu sommaire. Hein. Là, il avait en mission 1, 2, 3, 4, 5, 6 livraisons. Sur 6 livraisons, le coursier n'en a effectué que 2. Le patron, abasourdi, a enfin la confirmation de ce qu'il soupçonnait. Donc on va me faire un petit compte-rendu écrit de tout ça. On va faire un compte-rendu de tout ça et de ce qu'on avait fait avant. L'employeur a suffisamment de preuves. Il va convoquer le salarié pour mettre fin à son contrat. Il est obligé de coucher les pouces. Il est coincé, quoi. Je veux dire, c'est humain, quoi. Bah oui. Donc le but de la manœuvre, c'est pas de le coincer pour l'emmerder, c'est de s'en débarrasser sans avoir de procédure. Et généralement, il n'y a pas de procédure. La procédure, c'est lui qui l'a fait, c'est nous qui la faisons. Et le salarié face à vous, il y en a qui peuvent vous dire bah non, mais moi je vais au prud'homme. Jamais. Ça fait 40 ans que j'emploie du personnel. À chaque coup, vous avez bien bordé les choses, il n'y a jamais de problème. Moi, j'ai jamais eu de conflits sociaux à partir de là. Faire pister un salarié à son insu, c'est illégal. Cette filature sert d'intimidation et 9 fois sur 10, c'est suffisant pour éviter les prud'hommes. Mais ces méthodes à l'ancienne sont désormais supplantées par une nouvelle mode qui vient des États-Unis. Celle des whistleblowers, en français, les délateurs. Ces 3 femmes, salariées américaines, sont devenues des héroïnes en dénonçant leur PDG. Sharon Watkins, par exemple, révèle en 2001 les malversations des dirigeants de l'Empire Enron. La firme fait faillite et le spectacle de ces patrons voyous devant la justice ébranle tout le capitalisme américain. Depuis, pour éviter ces grands déballages publics, les sociétés américaines obligent les salariés à dénoncer les dérives de leurs patrons sur des hotlines confidentielles. Et cette pratique a également débarqué en France. 500 grandes entreprises l'ont déjà adoptée. Voilà à quoi cela ressemble. Nous avons appelé la hotline d'un grand groupe pharmaceutique qui emploie 2000 salariés en France. Au bout du fil, un répondeur en anglais. Ce numéro à la disposition de chaque salarié de la société permet de rapporter tout incident, tout comportement, toute fraude contraire à la politique de la société. Tous les appels sont confidentiels et votre identité sera protégée. Parlez lentement et clairement et donnez le maximum d'informations. Mais ces hotlines, prévues à l'origine pour dénoncer les fraudes financières, recueillent aujourd'hui toutes sortes de confidences. Rachid Bri est l'avocat de plusieurs syndicats en procès avec des entreprises qui poussent à la délation. Il remarque que de plus en plus de sociétés demandent à leurs salariés de dénoncer tous les faits délictueux. C'est tous les comportements des salariés que l'entreprise estime fautifs ou mettant en cause, j'allais dire, la responsabilité de l'entreprise. Ça va jusqu'au harcèlement moral, sexuel. Harcèlement moral, harcèlement sexuel, toutes les pratiques qui sont proscrites par une loi. Mais si je fume une cigarette dans l'entreprise, ça aussi, ça peut faire l'objet d'une dénonciation. Oui. À partir du moment où une réglementation nationale dans un pays donné interdit ce comportement, clairement, le fait de fumer dans un espace public est une prohibition de la loi française, on retrouverait la même chose dans notre pays, eh bien, il faudrait le dénoncer.
Des faits délictueux, certes, mais pour les représentants du personnel de ce groupe pharmaceutique, le principe même de la délation est choquant. Dans son nouveau code de bonne conduite, leur entreprise encourage les dénonciateurs et leur promet toute protection. Pour nous, en tant que syndicalistes, voir que l'association dénonciateurs-collaborateurs, ça a ramené à un passé qui ne pouvait pas nous plaire. En France, ça a du mal à passer. Ça a du mal à passer, cette problématique de délation. En tout cas, ces lignes de dénonciation fonctionnent. Chez Dupont de Nemours, un géant de la chimie, elles ont déjà causé 8 licenciements ces derniers mois, pour la première fois en Europe. On vient de voir des méthodes de plus en plus sophistiquées pour vous espionner. Mais alors, qu'est-ce que votre patron a le droit de faire ou pas lorsqu'il vous surveille? Comment se défendre en cas d'abus? Joëlle Bérenguer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate spécialisée dans le droit du travail. Alors, on vient de voir dans le reportage ces nouvelles méthodes de délation, ces hotlines, ces lignes de téléphone pour pouvoir dénoncer son collègue. Est-ce que c'est quelque chose, effectivement, qui se développe, que vous avez pu remarquer? Oui, ça se développe. Comme vous le disiez, c'est quand même venu d'une problématique américaine, à la suite d'un certain nombre de scandales, où finalement aux États-Unis, on a voulu donner la possibilité de dénoncer tout type d'actes qu'on considérait comme étant anormaux, voire à qualification pénale. Oui, comme les maquillages de comptes qu'il y a eu chez Enron. Et voilà. Mais au-delà de ces problématiques de comptabilité ou de malversation au sein d'une entreprise, est-ce qu'avec ces lignes de dénonciation, un salarié peut dénoncer un collègue qui arrive en retard? Une entreprise qui mettrait ça en place, sans en avoir obtenu l'autorisation, pourrait se voir interdire de continuer cette pratique. Ah, donc ça veut dire que c'est interdit de pouvoir dénoncer son collègue pour tout et n'importe quoi. En l'organisant dans un système où effectivement vous avez une cellule qui reçoit les appels, qui plus est anonyme. Donc par exemple ça, la CNIL ne l'encourage pas. Ce qu'elle veut, c'est que les salariés qui dénoncent soient quand même un peu responsables des actes qu'ils commettent. Parce que si en dénonçant quelqu'un, vous amenez à son licenciement, voire même à ce qu'il y ait des poursuites pénales contre lui. Si par exemple vous dites qu'il fait du harcèlement sexuel, harcèlement moral, c'est du pénal. Donc la CNIL, ce qu'elle veut, c'est responsabiliser aussi les gens qui dénoncent. Mais elle veut aussi responsabiliser les entreprises qui mettent en place ce genre de système incitatif à la dénonciation. D'accord. Alors, on a vu dans le reportage quelque chose de très étonnant. C'est ce détective qui va faire une filature du livreur, qui va passer 2 heures à faire du shopping ou aller à la piscine. En même temps, le patron, quand il a le compte-rendu du détective, il ne peut rien en faire, puisque ça ne vaut rien devant les tribunaux. C'est vrai. En fait, on ne peut pas surveiller un salarié s'il n'a pas été informé préalablement du système de surveillance qui est mis contre lui. Donc il faudrait que le détective prévienne le salarié qu'il va être suivi, c'est ça? On a vu dans le reportage aussi qu'il y a un petit malin de l'informatique qui travaille pour une entreprise qui peut éventuellement aller sur les mails des salariés, qui ne le fait pas en disant que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'affaires privées. Est-ce que d'ailleurs c'est le cas? Quelque part, il a tort, parce que désormais, on considère que les mails qui sont émis ou reçus à partir de l'entreprise avec le matériel de l'entreprise, ils sont considérés comme étant présumés professionnels. Sauf, si le salarié a bien écrit, par exemple dans l'objet, privé, ou s'il a classé le mail dans un fichier privé. Mais s'il n'a pas mis dans l'objet c'est privé ou confidentiel ou personnel, ça veut dire que ça appartient à l'entreprise. Oui, alors confidentiel, ça suffirait pas. Il faudrait que ce soit écrit privé, parce que ça peut être confidentiel et professionnel. Merci beaucoup, Joëlle Bérenguer. Alors, on a vu que les conditions de travail peuvent être parfois très difficiles dans les entreprises quand la surveillance est très poussée. Mais à l'inverse, il y a des sociétés qui offrent des conditions de rêve pour attirer les meilleurs candidats, des boîtes qui en apparence semblent paradisiaques. Je vous propose justement de partir pour l'Inde, un pays dont le taux de croissance fait rêver, autour de 9%. C'est 4 fois plus que chez nous. Et bien là-bas, dans la région de Bangalore, où se trouve le berceau de l'informatique, les entreprises ne lésinent pas sur les avantages proposés à leurs employés. Piscine, club de sport, services hôteliers, à quoi ressemblent vraiment ces sociétés? Et derrière le rêve, que cache la réalité au quotidien? C'est un reportage de Claire Oudinot. Sridhar a encore du mal à le croire. Cette piscine, c'est pour lui. Vous êtes déjà baigné ici? Yes, I had. Oui, il y a 3 ou 4 jours. So 4 days back. Un peu plus loin, des terrains de tennis lui tendent les bras.
C'est comme un club de vacances? Oui. On a des installations très haut de gamme dans mon entreprise. Vous avez bien entendu. Nous ne sommes pas dans un club de vacances, mais dans une entreprise. Un des fleurons de l'informatique en Inde, Sridhar savoure ce nouveau confort. Il vient juste d'être embauché comme commercial et il commence demain. Chambre 233. L'entreprise met 100 chambres à disposition de ses employés. C'est comme un hôtel? Oui, ça y ressemble. Sridhar est logé gratuitement. Il peut rester ici 3 semaines, le temps de trouver un appartement pour sa femme et son bébé, rester dans sa ville natale à 600 km. La chambre est coquette, entretenue par le service d'étage. Entrez. Quand on est issu de la classe moyenne en Inde, comme Sridhar, qu'on est simple employé, être accueilli dans ces conditions, ça ressemble à un rêve. Et ce rêve est accessible dans une ville, Bangalore. Flot incessant de voitures, motos et vieux bus, à peine perturbés par les vaches nonchalantes. Bangalore, 6 millions d'habitants à 800 km au sud de Bombay, ressemble en apparence à n'importe quelle ville du pays. Sauf qu'ici, sur certains grands axes, ça klaxonne plus qu'ailleurs. Tous les matins, 60 000 employés se rendent à Electronic City, une ville dans la ville qui n'a plus rien à voir avec l'Inde traditionnelle. Une centaine de très grosses entreprises informatiques concentrées sur 130 hectares. Hewlett Packard, 3M, depuis l'ouverture de l'Inde aux investissements étrangers en 1991, de grandes sociétés s'y sont installées, car les ingénieurs ici sont parmi les meilleurs au monde et leur salaire reste encore 12 fois moins élevé qu'en Europe. Bâtiments modernes, complexes sportifs. Pour beaucoup d'Indiens d'aujourd'hui, ces entreprises sont synonymes de réussite. Mais derrière le décor, quelles sont leurs conditions de travail? À quelle pression sont-ils soumis? Ce lundi matin, comme chaque semaine, les nouveaux embauchés sont accueillis chez Wipro, une des entreprises d'Electronic City. Parmi eux, Sridhar. C'est toujours le même rituel. Photos des nouveaux arrivants. Ils sont une centaine toutes les semaines. Après la photo, direction l'amphithéâtre. La présentation se déroule un peu comme à l'école. Pendant 4 heures, tous ces jeunes gens vont avoir un petit cours sur The Spirit of Wipro, l'esprit de l'entreprise. Wipro est une société informatique indienne. Et c'est Sonali, l'animatrice, qui est chargée de leur transmettre l'esprit maison. Hi, good morning. Bonjour, je m'appelle Sonali Shinamashi. C'est un peu long. Appelez-moi Sonali, ça ira très bien. Bon, sachant que c'est le matin, vous pouvez peut-être me dire bonjour. Il faut d'abord créer une bonne ambiance et pour cela faire connaissance avec ses collègues. Maintenant, serrez la main de votre voisin. Mais la valeur essentielle chez Wipro, c'est l'équipe. Le groupe prime sur l'individu. Une valeur que les participants vont découvrir sous forme de récré avec un petit jeu à base de cure-dents et de ballons. À la fin du jeu, tous ceux qui ont gardé leur ballon intact gagnent la partie. Ok? Le jeu est chronométré. C'est parti pour 1 minute. Les nouveaux employés s'amusent comme des gamins à crever le ballon de leur voisin. À la fin, comme à l'école, les gagnants vont monter sur l'estrade. C'est fini, stop. Avec leur ballon en main, les employés sur l'estrade croient avoir gagné. Mais ils ont tout faux. Chez Wipro, crever le ballon du voisin, c'est jouer contre le groupe. Alors là, on a joué comme des enfants à l'école. Mais ici, c'est pas l'école ou l'université, où une seule personne peut être en tête du classement. On a grandi avec cette idée que si l'on veut gagner, il faut que l'autre perde. Mais c'est une conception destructrice dans la vie, en particulier en entreprise. Surtout dans une structure comme Wipro, où on travaille en équipe. En clair, les nouveaux arrivants auraient dû s'entendre pour ne crever aucun ballon et les garder tous intacts. La solidarité au profit du groupe, ce message est asséné une fois de plus
Mais cette fois par Azim Prenji, le fondateur de Wipro, un véritable gourou. Je gagne quand mon équipe gagne. Mon équipe gagne quand Wipro gagne. Et Wipro gagne quand les clients gagnent. Vous êtes les évangélistes de l'esprit de Wipro. Vous devez inspirer et guider les gens autour de vous pour qu'ils réalisent l'esprit de Wipro. Le chef est religieusement écouté. Il faut dire qu'il est à la tête de la 25e fortune mondiale. Ça pose son homme. Au bout de 3 heures, la leçon est apprise. Quand on travaille chez Wipro, on est membre du groupe avant d'être individu. On ne s'appelle plus par son prénom, mais par le surnom maison. Je suis une Wiproïte. Wiproïte. Je suis un Wiproïte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais partie d'une grande organisation. C'est une grande famille pour moi. Et il y a plein de gens auxquels je peux m'identifier. Sridhar, lui, est heureux de faire partie de cette communauté. Je suis là. C'est votre nouvelle famille? Oui, c'est ma nouvelle famille. Et si Sridhar adhère à la doctrine, c'est aussi parce qu'il sait qu'il peut gagner beaucoup d'argent. En 3 ans, ça peut doubler. On a plein d'opportunités ici. La condition, c'est d'être performant, c'est tout. Sridhar ne le sait pas encore, mais il y aura un revers à la médaille. Une pression et un encadrement très fort. C'est le prix à payer pour beaucoup d'Indiens qui rêvent d'entrer dans cette nouvelle classe moyenne du pays. Une population en plein essor qui représente maintenant 1 habitant sur 3. Exemple, Rajesh. Cela fait 3 ans qu'il est entré chez Wipro. Pour rien au monde, il ne raterait son yoga du matin. À 8 heures, avant de partir travailler, il profite du calme sur le toit de son immeuble. C'est bénéfique pour toute la journée. Comme on travaille beaucoup avec notre tête, c'est important pour garder les idées claires. Son quartier a l'air plutôt modeste. En bas de son immeuble, des familles vivent encore dans la rue. Mais à Bangalore, c'est un district résidentiel. À 30 ans, Rajesh a plutôt bien réussi. Il vit dans un 2 pièces avec sa femme Nidhi. Il est fier d'avoir pu lui payer tout le confort moderne. Là, c'est le lit que j'ai acheté il y a 2 mois. J'en ai eu pour 350 € avec le matelas. J'ai aussi acheté le frigo pour 150 €, c'était abordable. Et puis le meuble à chaussures, juste à 40 €. Et tout ça aussi. C'est facile pour moi d'acheter ce genre de choses. Rajesh a même pu se payer une moto. Il gagne 750 € par mois, 10 fois le salaire moyen indien. Mais en contrepartie au travail, il doit accepter un encadrement serré. Comme tous les employés, il n'est qu'un numéro au service de l'entreprise. Quand il franchit le seuil de Wipro, il est le matricule 94 472. Pourquoi vous faites ça? En badge, on signale notre présence dans l'entreprise ici. Une fois qu'il a badgé, ses minutes de travail sont comptabilisées par le système informatique de l'entreprise. Rajesh programme des logiciels pour des clients dans le monde entier. Aujourd'hui, il doit envoyer par email l'ébauche d'un programme à une société canadienne. Quand mon client arrivera, il sera 19 h pour nous en Inde. Il lira mon mail et pourra suivre mes instructions et faire ses observations. Et il a intérêt à s'appliquer, car il est très surveillé. Cela se passe ici, quelques bureaux plus loin. Sur ce site, ils sont une centaine de contrôleurs pour 12 000 salariés. Parmi ses chefs, Amit Shab. Sur son ordinateur, Amit estime le nombre d'étapes que chaque informaticien doit franchir sur un projet. Par exemple, vous voyez, celui-là, il devait franchir 15 étapes.
Et il les a franchis, c'est bien. Sur un deuxième graphique, Amit calcule le nombre d'heures nécessaires à l'accomplissement du projet. C'est la colonne violette. Il compare ce temps à celui que l'employé lui a réellement consacré dans la colonne en blanc. Pour cet employé, tout va bien. Le temps total avait été estimé à 1072 heures. En fait, il n'en a utilisé que 1031. Donc c'est bien. Ouais. Mais pour un autre matricule, le 116 652, c'est la contre-performance. Regardez celui-ci. Il avait 4 tâches à faire, mais il n'en a pas réalisé une seule. Et il a déjà consommé du temps. Et il a déjà passé presque la moitié du temps alloué sans rien faire? Ouais. On dirait qu'il a dû être bloqué sur une tâche. Mais que se passe-t-il alors pour les mauvais éléments? Réponse dans le bureau du grand chef, Ashutan Nair. Tous les 6 mois, ses employés sont classés en fonction de leurs résultats. Mieux vaut ne pas se trouver en queue de peloton. Toutes les personnes que l'on a identifiées comme étant dans les 10% les moins efficaces, on leur propose un programme pour améliorer leur performance. Si malgré ce plan, ils restent dans les 10% les moins bons, on leur dit « Ok, vous ne progressez pas, vous travaillez dans une organisation en pleine expansion, mais vous restez sur le bord de la route. Les gens autour de vous ont été promus, on vous conseille d'aller voir ailleurs. » Ceux qui ont de mauvaises performances risquent carrément le licenciement. 3 mois de préavis, 15 jours d'indemnité par année d'ancienneté, mais pas d'assurance chômage. En Inde, ça n'existe pas. Mais quand on est bon élève, la pression ne retombe pas pour autant. Depuis 3 ans, Rajesh n'a jamais eu de promotion. Il en vise une pour le mois d'avril. Mais pour cela, il faut qu'il accumule les bons points, comme à l'école. C'est à la discrétion de son manager, la jeune femme en rouge, qui justement l'a convoqué cet après-midi, ainsi que tous ceux qui travaillent avec lui. Rajesh a bien travaillé sur son dernier projet, mieux que ses collègues de bureau. Alors son manager le récompense devant tout le monde par un diplôme. On a eu un très bon retour du client. Il a répondu à toutes ses exigences. En plus, le client l'a trouvé très sympa. En conséquence, c'est avec plaisir que je vous remets ce diplôme pour lui donner. C'est le grand chef du département qui lui remet la récompense. Félicitations, Rajesh. Merci. Très bon travail, continuez. C'est le 2e diplôme qu'il reçoit en 3 ans. Merci à tous. Toujours comme à l'école, le membre de l'équipe qui aura le plus de bons points sera le seul promu. Pour l'instant, Rajesh tient la corde. Rajesh a 2 diplômes. Vous n'en avez qu'un? C'est une compétition saine entre nous. Il est le meilleur pour l'instant. Il a 2 récompenses. Mais on va essayer de le rattraper. Une pression permanente chez les employés de base, mais le sort des chefs n'est pas forcément plus enviable. C'est très sexy. Des rayures. C'est comme une deuxième peau. Évidemment, le noir, ça amincit. Polo, elle a tout pour plaire, à partir de 10 260 €. En ce moment, au Club Med, ce sont les enfants qui invitent les parents. 400 € offerts aux parents de mars à juillet. C'est quoi ça? C'est nouveau, c'est Halls. C'est quoi le Vapor Action? Le Vapor Action, c'est ça. Du menthol et de l'huile essentielle d'eucalyptus pour une grande bouffée d'air frais. Halls.
Tefal invente Body Signal, la balance qui vous indique si vous perdez plutôt du muscle ou plutôt de la graisse. Tefal, comment s'en passer? La TVA n'a plus sa place dans vos pneus chez Point S. Jusqu'au 17 mars 2007, Point S rembourse la TVA pour l'achat de pneus Bridgestone montés et posés dans nos ateliers. Point S, expert jusqu'au prix. Mon 4 heures de Mont Blanc, avec plus de 85% de lait, participe à l'équilibre du goûter de votre enfant. Mon 4 heures est au rayon Mont Blanc, se conserve à température ambiante. Ne laissez pas une constipation occasionnelle vous gâcher la vie. Dulcolax agit à l'endroit voulu. 1 à 2 comprimés le soir pour un effet le lendemain matin. Dulcolax est un médicament réservé à l'adulte. Pour plus d'informations, www.monconseildulcolax.fr. Idée reçue. Tous les pains de mie ont la même forme. Pas chez Jacquet. Pour nous faire découvrir de nouvelles sensations, ils ont créé Tartine Maline. Le premier pain de mie en forme de tartine. Si savoureuse, moelleuse, que je vais me régaler, moi. Tartine Maline de Jacquet. Un paquet de sensations. Indochine. Indochine. Hanoï. Qu'est-ce qui vous motive? Je veux voir mes idées prendre vie. J'adore trouver des solutions. J'aime convaincre mes clients. Ne changez pas de motivation. Trouvez le poste qui vous ressemble sur Monster. Que vous soyez dans le secteur privé ou public, déposez dès aujourd'hui votre CV sur Monster. Monster, votre recherche s'annonce bien. Regarde, les dinosaures reviennent. Construis un T-Rex avec son squelette et sa peau. Grand dinosaure, le numéro 1, le crâne, les dents et le fascicule, 1 € seulement chez ton marchand de journaux. Géant. Il y a des moments dans la vie où l'achat d'une voiture s'impose. En ce moment, le crédit auto CTLM est à 3,9% sur 3 ans. Et en plus, l'assurance auto est offerte pendant 2 mois au 0800 100 800 ou sur ctlm.fr. L'univers de la pêche. Pour la première fois en DVD, découvrez une collection 100% inédite destinée à tous ceux qui ont la passion de la pêche. Dans chaque DVD, retrouvez 2 reportages jamais vus sur les techniques de pêche adaptées à chaque poisson, plus un fascicule 24 pages explicatif. L'univers de la pêche. Le numéro 1 spécial truite plus le numéro 2 spécial brochet et cendre, 12,50 € chez tous les marchands de journaux. Wii Sport, inclus avec la nouvelle console Wii. Devilman en DVD, par le créateur de Goldorak. En pleine guerre des mondes, seul un démon peut nous sauver. Devilman, le manga live événement, maintenant en DVD. Le déo efficace dans les situations les plus extrêmes, c'est le gel antitranspirant Menen Extreme. Il résiste aux conditions extrêmes, 40 degrés, 50% d'humidité. Efficace jusqu'à 48 heures, même dans les situations les plus extrêmes. Gel antitranspirant Menen Extreme, un nouveau grip pour plus de précision. Menen, pour nous les hommes. Parce que les jeunes actifs ont souvent besoin d'un coup de pouce, la Société Générale lance Coup d'envoi. Des solutions qui cartonnent pour bien démarrer dans la vie active. Société Générale, on est là pour vous aider. Allô, tu crois que moi c'est la calamita? Oh là là! Calmina, d'Akituniu Homo Huiles Essentielles. Sniff, sniff, zen, les huiles essentielles. Que nirvanana. Nouvelle Homo, tutti clean, tutti zen. Avec Casino, oubliez tous vos petits soucis et retrouvez enfin le plaisir de faire les courses. Casino, sourire suivant.
Pression permanente chez les employés de base, mais le sort des chefs n'est pas forcément plus enviable. Au service marketing, l'ambiance a l'air plutôt détendue cet après-midi. C'est l'heure de la pause distribution de bonbons et on se détend avec un petit jeu, le Mikado. Mais Rajeshka, le chef de service, s'apprête à vivre un moment crucial. Il va être évalué cet après-midi par ses propres employés. Cela se passe en son absence, dans la salle de réunion, et cela va compter dans sa notation annuelle. Bonjour. Rajeshka doit rester à son bureau. Il n'entrera que lorsqu'il y sera invité. Dans la salle, une responsable des ressources humaines anime le débat. En plus des 4 employés de Rajeshka, il y a aussi en t-shirt orange son chef, Vinod, le grand patron du marketing, qui écoute. Alors, qu'est-ce que votre manager fait de mieux? Qu'est-ce qu'il doit arrêter de faire? Qu'est-ce qu'il peut continuer de faire? Qu'est-ce qu'il fait bien? En gros, quels sont ses points forts? Je pense qu'il est bien organisé dans ce qu'il fait. Il est perfectionniste. Il travaille beaucoup et il met la barre très haut. Ok, rien d'autre? Alors maintenant, qu'est-ce que Rajeshka peut mieux faire? C'est un gros bosseur. Mais il a tendance à vouloir faire tout lui-même. Et il nous délègue très peu. Ça peut nous faire sentir qu'il ne nous fait pas confiance, qu'on n'est pas assez responsable pour faire le travail. Il ne vous fait pas confiance alors. Et donc, qu'est-ce qu'il devrait arrêter de faire? Arrêter de travailler tard. Pour les employés, l'exercice est jubilatoire. Un peu humiliant pour Rajeshka, maintenant convoqué pour entendre le verdict. Leurs remarques vont dans le sens de ce que pense le grand chef. Rajeshka doit être mieux organisé. Il lui fait comprendre devant tout le monde. Tu sais, travailler tard ne veut pas dire travailler intelligemment. Je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il n'y a aucune raison de rester tard au bureau. Tu n'as pas à tout faire toi-même. Je répartis mal mon temps, c'est ça? C'est ça. Par exemple, changer la communication sur notre site web. C'est une tâche que tu as laissée de côté. Parce que tu n'as pas trouvé le temps, parce que tu étais occupé à faire autre chose. Si tu commençais à déléguer un peu plus, tu aurais le temps de te concentrer sur ton travail à toi, et c'est ça ta valeur ajoutée comme manager. C'est fini. Rajeshka accuse le coup, mais il reste digne. Il n'a pas le choix. Alors, vous en pensez quoi? Alors, comment dire? Je suis content d'avoir des bons retours et aussi de connaître les points sur lesquels je dois m'améliorer. Je vais y travailler. Vous partez à quelle heure ce soir? Moi? Je pense qu'il faudrait que j'essaye de partir tôt. À quelle heure? Disons 19h. 19h30. Rajeshka doit corriger le tir. Son travail sera réévalué dans 6 mois. Pour l'instant, c'est un simple avertissement. Des licenciements, il y en a très peu chaque année. Environ 300 sur 55 000 salariés. En revanche, avec cette pression permanente, beaucoup d'employés craquent. 1 sur 6 démissionne chaque année. Il est 18h, les 200 bus de l'entreprise ramènent chez eux les employés. Mais certains font le choix de rester sur le campus, désormais calme, pour décompresser. L'entreprise dépense 80 000 € par an dans les activités sportives pour les employés. Rajesh vient au yoga tous les jours. Ici, on apprend à évacuer ses tensions. Ça fait du bien à Rajesh. Il y trouve son équilibre.
Vous vous sentez comment? C'est une super sensation. Ça relaxe tellement après une grosse journée de boulot. C'est super bon. Mais son professeur voit tous les jours des élèves qui souffrent du stress. Fais les exercices de respiration. Tu as beaucoup de muscles qui sont tendus. Il faut que tu te relaxes. Fais tes exercices et ça ira. Pourquoi pensez-vous que tous ces gens viennent à vos cours? Ils ont plein de soucis. Beaucoup travaillent en permanence dans le stress, sans s'arrêter. Les Indiens veulent copier les Occidentaux. C'est vrai, non? Ils sont de plus en plus avides. Ils veulent de l'argent. Ils courent tous après l'argent. Résultat, sur ces campus où la moyenne d'âge est inférieure à 30 ans, de plus en plus d'employés souffrent de vraies maladies liées au stress. Depuis quelque temps, Bangalore voit fleurir des cliniques privées comme celle-ci en plein cœur d'Electronic City. Il y passe en moyenne 5 patients par jour qui souffrent de leur travail. Vous travaillez beaucoup? Oui. Vous en souffrez? Oui. Pourquoi? Je me sens super stressé. L'Inde est le pays des médecines douces, mais avec le stress des salariés, les médecins doivent passer au même traitement que pour les cadres français malades de leur travail. Ça, c'est un anxiolytique. Ça aide les personnes à être moins anxieuses. Ça les aide à se calmer. Et quand ils ont un gros coup de pompe, le docteur Kumar passe à la vitesse supérieure. Voilà des fluides qu'on leur administre par perfusion. Parfois, ils se sont évanouis au bureau. Alors, ils se sentent très fatigués. Et ils ont besoin d'être réhydratés immédiatement. Pression, stress. Chaque année, le turnover est énorme. 10 000 des 60 000 salariés de ces multinationales claquent la porte. Mais Electronic City ne manque jamais de bras, car les jeunes diplômés sont toujours plus nombreux à vouloir tenter leur chance ici. On vient de voir que derrière ces entreprises de rêve, il y a une autre réalité, celle où une énorme pression s'exerce sur les salariés. Alors bien évidemment, il n'y a pas qu'en Inde que ce phénomène existe. En France, jusqu'où votre patron est-il prêt à aller pour vous demander toujours plus de résultats? Et quelles conséquences y a-t-il sur la santé des salariés? Cette question est devenue tragiquement d'actualité ces dernières semaines avec le suicide de 3 salariés de Renault et 1 de Peugeot, des employés qui ont mis en cause la pression qu'ils subissaient au boulot, soit en laissant une lettre explicite, soit en se donnant la mort sur leur lieu de travail. Patrick Légeron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, vous dirigez également un cabinet de consultants qui conseille les entreprises à lutter contre le stress. Ces cas de suicide chez Renault et chez Peugeot, est-ce que ça vous a surpris? Vous savez, il y a plusieurs centaines de suicides au travail par an, entre 300 et 400 sont les estimations, c'est-à-dire dans l'ensemble des entreprises dans françaises. l'ensemble de la France au travail, c'est-à-dire plus d'un suicide par jour. Donc les chiffres sont terrifiants, ce sont des estimations approximatives, relativement basses, parce que c'est un sujet tellement tabou qu'en fait nous ignorons l'ampleur du phénomène. Et ce phénomène, finalement, malgré tout, n'est que la partie la plus visible, la plus dramatique, la plus évidemment médiatisée d'un iceberg qui est géant, lui. Qui est le problème du stress au travail, c'est-à-dire de la pression auquel vous faisiez allusion, des conditions psychologiques dans lesquelles beaucoup d'activités humaines se font aujourd'hui dans les entreprises. Alors, qu'est-ce qui est facteur de stress aujourd'hui dans l'entreprise? Beaucoup de choses. Énormément de choses. Vous avez fait allusion à la pression. Cette pression est considérable. Elle a descendu d'ailleurs tous les échelons parce qu'elle était largement au début sur les cadres, maintenant elle est sur les salariés. Vous savez, un téléopérateur dans un centre d'appel, une caissière de supermarché, sans cette pression, à la fois de la performance, du nombre d'appels à traiter à la minute, etc., ils sentent ça. Mais au-delà de la pression, il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y a aussi la frustration. C'est-à-dire le sentiment que ce que l'on donne face à la demande qui est exercée sur vous n'est pas payé en retour. Je parle même pas de valorisation du travail fait dans l'entreprise. Pas de reconnaissance. La France est un très mauvais élève dans toutes les enquêtes d'opinion dans le monde du travail. C'est-à-dire les salariés français sont ceux
qui disent avoir le moins de reconnaissance au travail. Vous savez, dans un pays comme la Grande-Bretagne, qui pourtant n'est pas complètement un modèle parfait au niveau social, ou dans les pays anglo-saxons, la plupart des salariés indiquent qu'ils ont le sentiment d'être reconnus, d'être valorisés dans leur travail. En France, ce sentiment est très faible. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a la culture du petit chef, en gros. C'est-à-dire le chef qui manage un peu à la schlag au lieu de valoriser les individus. Je pense qu'on a des vieux modèles de management, c'est-à-dire les modèles d'autorité qui sont complètement dépassés, d'ordre, exécution, etc. Alors que la société a complètement changé. Les rapports sont égalitaires aujourd'hui entre les hommes, les femmes, les enseignants, les étudiants, les médecins et les patients. Et les gens doivent communiquer ensemble. Il n'y a plus de hiérarchie, il y a simplement une espèce de collaboration. Et c'est vrai que le management a encore des fonctionnements, j'allais dire presque de type armée, c'est-à-dire on ordonne et on exécute. Et d'où ça vient ça ? Pourquoi on a ça, nous ? La plupart du temps, c'est dû à deux raisons. D'abord, ils subissent eux-mêmes une pression considérable. Les managers qui reportent la pression sur leurs salariés en subissent, eux, une tout aussi forte de venant d'en haut. On a toujours un chef au-dessus de soi. Oui, exactement. On leur dit, il faut atteindre tel objectif, et ils se retournent vers leurs salariés en disant, il faut atteindre tel objectif. Voilà, ça c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que être manager, c'est un vrai métier. Et des gens sont bombardés managers alors qu'ils n'ont aucune expérience de management. Être manager en 2007, c'est pas simplement être un bon technicien de son domaine, c'est-à-dire être un directeur commercial, c'est pas être un super commercial, c'est être quelqu'un qui a des compétences humaines, des compétences d'empathie, d'être à l'écoute de l'autre, d'être capable de le comprendre, de l'aider, de le supporter. Et ça, ces compétences-là, eh bien beaucoup de managers en manquent et beaucoup de managers devraient être formés, sensibilisés. On ne devrait pas désigner manager des gens qui n'ont pas ces compétences. Mais et pourtant en France, on entend souvent des managers dire oui, moi je manage au stress parce que je pense que c'est comme ça que mes salariés seront meilleurs. Exactement. Arriver à la peur au ventre, ça vous donne le meilleur. C'est vrai que si vous me lâchez un ours ou un lion derrière moi, je vais courir encore plus vite. Mais ça, c'est une conception assez française. Parce que la conception de l'Europe du Nord qui a fait du bien-être au travail une de ses valeurs essentielles dans le monde du travail, dont on parle très peu en France, du bien-être au travail, de l'épanouissement, eh bien, pour ces modèles anglo-saxons, eh bien, lorsque les gens se sentent bien, ils travaillent bien. C'est-à-dire, c'est un modèle où, au contraire, la fierté, le sentiment du travail accompli, être heureux de ce qu'on a fait, le management est là pour vous dire bravo, c'est formidable ce que tu as fait, se sentir fier, avoir une bonne estime de soi, sont des moteurs tout aussi puissants que la peur pour être efficace au travail. Donc, vous voulez dire que le management qui cogne est moins efficace que le management qui valorise. C'est-à-dire que les entreprises qui se sont amusées, si j'ose dire, à évaluer ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France, il n'y a aucune évaluation sur ces thèmes, ont réalisé que la performance était plus forte, la productivité accrue, l'absentéisme diminué. Et donc, évidemment, tous ces chiffres, toutes ces grandes idées que je vous donne sont répercutés automatiquement dans le coût de l'entreprise. Oui, parce que la conséquence du stress, c'est bien évidemment que vous avez des gens qui sont en arrêt maladie. Bien sûr. Vous savez, l'Agence européenne de sécurité de santé au travail estime que dans l'Union européenne, plus de la moitié, entre 50 et 60% des journées de travail perdues sont plus ou moins directement liées au stress. C'est considérable. En France, c'est 1 milliard d'euros par an. Le coût du stress aux entreprises, c'est les chiffres de l'INRS. Donc on voit que c'est un coût considérable. Au-delà du gâchis humain, le stress abîme les gens. Eh bien, le stress fait mal aux entreprises. Et ça, bien évidemment, ça a explosé ces dernières années. Est-ce que c'est lié, par exemple, au phénomène de la mondialisation qui fait que les entreprises sont en concurrence avec des entreprises du monde entier ? Tout à fait. La mondialisation a introduit 2 grands facteurs de stress. La pression, les résultats, la performance absolue. Et vous savez qu'un sportif qui est dans l'obsession de la performance, c'est un niveau de stress élevé. Certains même craquent sur le stade à cause de ça. Et le deuxième grand facteur, c'est la perte de repères. Les changements sont tels que les gens ne savent plus où ils en sont. Ils craignent évidemment pour leur propre emploi, beaucoup d'incertitudes, mais aussi des changements de valeur. On ne s'y reconnaît plus, on ne sait plus qui on est. Et cette perte d'identité, cette perte de valeur est inhéremment au niveau psychologique extrêmement dommageable. Et donc vous voyez que le monde dans lequel nous vivons a introduit des niveaux de stress extrêmement importants dont doivent tenir compte les entreprises. Quel type de dommages pour la santé ? Alors maintenant, c'est bien établi, beaucoup de recherches en médecine ont établi que les dommages sont à la fois psychologiques, c'est-à-dire la souffrance, on est mal dans sa peau, mais aussi de la dépression, du burn-out, de l'épuisement. Le burn-out qui est le surmenage, hein, en gros. Oui, enfin c'est plus que le surmenage, c'est l'effondrement, c'est-à-dire les gens ne peuvent plus bouger, ils sont effondrés, et quand on est en burn-out, les médecins savent bien, c'est qu'on vous envoie à l'hôpital, on arrête, on
pendant plusieurs mois, on vous donne des antidépresseurs, on vous remonte. Enfin, vous n'êtes plus opérable dans quelques domaines que ce soit, professionnels ou personnels. Et ça, ce sont les conséquences psychologiques. Mais le stress aussi a des conséquences sur le corps. Et beaucoup de maladies qui sont en progression aujourd'hui, comme les maladies cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde, l'hypertension artérielle, sont maintenant bien corrélés avec les niveaux de stress auxquels on a. Donc ça fait mal au corps et au psychisme. Alors comment changer tout ça? Est-ce qu'il faut changer les salariés ou il faut changer les patrons? Il y a deux choses. Il y a la responsabilité de l'entreprise qui est très forte. C'est-à-dire l'entreprise ne doit pas indéfiniment fonctionner en mettant une pression aussi considérable, parce que la pression n'est pas forcément la meilleure chose pour que les gens non seulement se réalisent au travail, s'épanouissent et travaillent bien. Trop de pression nuit à la performance. Et deuxièmement, les entreprises doivent faire extrêmement attention à leur style de management. Et ce sont les grands axes. Mais je pense que aussi les individus aussi peuvent essayer de faire attention eux-mêmes. C'est-à-dire ? Parce que je ne vais pas dire que l'individu a une certaine responsabilité, ça serait un peu trop fort, mais nous devons aussi, nous, apprendre à mieux gérer le stress, à faire attention à notre manière de vivre, à notre alimentation, beaucoup de choses qui nous protègent. Vous savez, les gens qui ont une vie équilibrée, les gens qui font du sport, les gens qui deviennent un petit peu philosophes, c'est-à-dire qui ne sont pas workaholiques, comme on dit, accro au travail, qui prennent un peu de distance, ne sont pas forcément moins bons au travail, mais se protègent vis-à-vis du stress. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Alors, quand on parle de la vie en entreprise, il y a un rituel auquel la plupart des salariés en France participent, c'est celui de se retrouver le matin pour prendre un café à la machine à café. Que ce soit un expresso, un thé ou un chocolat, en moyenne, une boisson chaude coûte 30 centimes d'euros. Alors a priori, cette dépense paraît anodine, mais vous allez maintenant découvrir que ces machines génèrent un énorme business. Au total, 1400 entreprises commercialisent des machines à café en France. Alors dans ce contexte de très grosse concurrence, comment s'y prennent-elles pour décrocher des contrats ? Où vont les 30 centimes d'euros que vous dépensez quand vous vous offrez un café ? Certains patrons se font-ils de l'argent sur le dos des salariés ? C'est une enquête de Virginie Enaf. Ce jour-là, pour ce jeune homme, la livraison va être un peu pénible. Le colis du jour, une énorme machine de 60 kg à transporter à bout de bras. Pour les livreurs d'électroménager, voici un employé idéal. Il faut dire qu'il met du cœur à l'ouvrage. Mais si Frédéric Blondel se donne tant de mal, c'est qu'en fait cette machine, c'est chez lui qu'il la transporte. Jusque dans sa cuisine, pour la réparer. Du boulot, c'est des poudres, il va falloir tout vider. Elle n'en a pas l'air, mais cette grosse bête, c'est une machine à café. Frédéric vient de l'acheter d'occasion, 600 €. A priori, ça peut paraître beaucoup pour faire un expresso, mais attention, ce spécimen peut à lui seul cracher du café pour des centaines de personnes. Donc celle-là, elle a 64 973 consommations. On va te refaire une jeunesse, tu vas voir. Pourtant, cette machine, Frédéric Blondel ne la répare pas pour lui. D'ici quelques jours, elle partira dans une entreprise de la région parisienne, après une bonne révision. Et là, il faut tout nettoyer, là, parce que c'est vraiment dégueulasse. Frédéric Blondel, son propriétaire, gagnera de l'argent sur chaque gobelet vendu aux salariés. Ça paraît tout simple, et pourtant ce business est une vraie jungle. Aujourd'hui, un salarié sur 2 en France a une machine à café sur son lieu de travail. Près de 10 millions de personnes qui, chaque matin au bureau, se précipitent vers leur distributeur pour commencer leur journée. Vous aimez comment votre café Long et très peu sucré. Moi, court et non sucré. Moi, je prends un cappuccino. Café crème avec la dose normale de sucre. Alors moi, je bois pas de café. Moi, c'est chocolat. Vendues 30 centimes d'euros minimum, ces boissons chaudes représentent un énorme marché. Derrière ces machines, un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros. Une somme qui attire les convoitises. Aujourd'hui, plus de 1300 sociétés se battent pour vendre du café au bureau. Qu'y a-t-il dans nos gobelets ? Et qui gagne de l'argent sur les pièces que vous mettez dans les distributeurs ? Nous sommes à Sainte-Geneviève-des-Bois, en région parisienne. Allez hop, c'est parti. Frédéric Blondel a troqué sa blouse blanche pour un costume cravate. Parce que là, il y a le... Respecter un petit peu. Avant de partir, sa femme Karine met la touche finale. Hop. Voilà. C'est bon, je suis tout neuf. C'est désormais un rituel. Il faut. Allez, à tout à l'heure. 3 fois par semaine, il endosse la panoplie du vendeur de choc.
Ce jour-là, il va passer au peigne fin, une zone industrielle, pour placer des machines à café dans les entreprises. Et l'objectif pour vous cet après-midi, c'est de faire un carton, c'est-à-dire de ramener plein de contrats éventuellement signés ou des promesses de contrats, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est loin d'être gagné, car Frédéric, 33 ans, est un petit nouveau dans le business. Ancien informaticien, il a monté sa société il y a 1 an. Il voulait se lancer sur ce marché où il espère gagner beaucoup d'argent. Seulement voilà, il y a déjà du monde sur le coup. Alors pour décrocher des clients, il emploie la bonne vieille méthode du porte-à-porte. Allez, on va essayer là, il y a pas mal de voitures. Et aujourd'hui, Frédéric le sent. La victoire est en lui. Allez, l'œil du tigre là. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez une machine à café ici? Non? Vous êtes combien? 3. Bonjour, on vient de s'installer à Sainte-Geneviève, on ouvre notre société, on fait des distributeurs automatiques de boissons chaudes. Est-ce que vous êtes équipé? J'ai ce qu'il faut, ouais. Bonjour madame. Ce qui est fait meilleur, est-ce que ça vaut pas le coup de voir si on peut pas changer? Je peux garder. Je vous la laisse. J'en fais part à ma direction. Exactement, oui. Bonjour. Est-ce que vous avez du passage ici au niveau de la société? Non? Des gens qui viennent, qui pourraient être susceptibles de consommer? Rien. L'œil du tigre est tenace. Merci monsieur. Mais les contrats ne tombent pas du ciel. Sur une dizaine d'entreprises visitées ce jour-là, une seule s'est déclarée intéressée. Dur, hein? Frédéric Blondel est un tout jeune chef d'entreprise. Pour l'instant, il n'a que 10 clients. Et pour s'en occuper, c'est le système D. Retour à Sainte-Geneviève-des-Bois au petit matin. Direction le QG de son entreprise. Son garage. C'est ici que Frédéric entrepose son stock. Machines et préparation pour les boissons. Qu'est-ce que vous faites là, Frédéric? Là, je suis en train de préparer en fait ce qu'il va me falloir pour ravitailler les machines. Ouais. Je mets du thé citron, du thé menthe. Là, il y a un cappuccino noisette. Donc, ça se vend par 1 kilo. Puis, ça fait à peu près 150-200 consommations, quoi. Ravitailler ses machines, mais aussi éviter les pannes. Voici le quotidien de Frédéric. En théorie, rien de très compliqué, mais le moindre pépin, et c'est un client qui s'en va. Ce matin-là, dans une PME des Champs-Élysées, tout devait en principe fonctionner sans aucun souci. Bonjour. Dans cette entreprise de 20 personnes, Frédéric a une machine qui est en place depuis 1 an. 7000 consommations au compteur pour une recette de seulement 3000 € l'an dernier. A priori, c'est un minuscule business. Mais l'intérêt, c'est que la machine tourne toute seule. Il faut juste la bichonner régulièrement. Ça s'encrasse à une vitesse, ces petites bêtes. Après un rapide coup d'éponge, il refait le plein. Et le tour est joué. Ça ne prend pas plus d'une demi-heure par semaine. Rien de très stressant, mais au moindre petit problème, Frédéric devient vite tendu. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé de paquet de chocolat, c'est pas le même. C'est du mon ici. Donc il y a des petits oublis comme ça qui coûtent cher parce que vous êtes obligé de repasser plus tard dans la semaine. Donc ça demande du temps. Mais quand les boissons sont disponibles, ensuite, il suffit d'attendre que les pièces tombent. Il est à combien ici le café? 40 centimes. De toute façon, nous, tous nos cafés sont à 40 centimes. L'an dernier, Frédéric a fait un chiffre d'affaires de 50 000 €. Une recette encore trop maigre pour se verser un salaire. Mais il espère que d'ici l'année prochaine, de grandes entreprises lui ouvriront leurs portes. Seulement voilà, pour convaincre les grosses sociétés de faire affaire, la qualité du service ne suffit pas. Il y a d'autres arguments qui comptent et certains sont pour le moins surprenants. Nous sommes dans les environs de Grenoble. Les distributeurs automatiques, c'est un monde qui n'a aucun secret pour Claude Bonelli. Un répondeur. Ils sont tous en pause. Ouais, vous en prenez une centaine de cartons? Sucreries, soda, mais aussi café ou cacao. Au total, il gère 700 distributeurs à lui tout seul. 100 grammes, 27. Des machines flambant neuves, qui chacune débitent des milliers de gobelets dans les entreprises de la région. Mais il n'aura pas le temps aujourd'hui, n'importe comment, il faut une barrette de milieu, comme ça. Ouais. À Grenoble, Claude Bonelli est un de ceux qui comptent. Mais il garde la tête froide, car il le sait, pour décrocher des clients, il est souvent obligé d'avaler des couleuvres.
Ce jour-là, il vient justement démarcher cette usine qui compte une 60aine de salariés. On peut la placer ailleurs, la fontaine. On peut la déplacer, on peut la mettre ici. Claude a rendez-vous avec Thierry Tarayan et Sylvie Cahuzac, les élus du comité d'entreprise. Le plus souvent, ce sont les CE qui négocient les services proposés aux salariés, comme notamment les machines à café. Global, la place perdue, là, il fait 115. Ici, il y a 3 distributeurs automatiques, mais Thierry et Sylvie ont décidé de changer de prestataire car ils sont mécontents du service qu'il fournit. Alors, Claude va tout faire aujourd'hui pour remporter la mise. D'accord. Ok. Bon, bah très bien. La réunion commence et d'emblée, notre homme se montre très conciliant. Il ne fait qu'enregistrer les exigences du CE. La tarification actuelle. 30 centimes café. 0,30 le chaud. Ouais. Le chaud, 0,35. Le chaud, on va dire amélioré. Chocolat plus fort, chocolat au lait. D'accord. Claude ne discute même pas le prix. Il accepte sans sourciller et ce n'est pas tout. Sur la caution. Quoi d'autre? Un geste commercial important pour Noël. Oui. On fait combien de fois par an une journée gratuite café? Dites-moi, vous avez quoi actuellement? Pour le moment, avant les vacances et pour Noël. Donc on est à 2 jours. Chaque journée offerte coûtera à Claude près de 80 €. Mais Thierry est du genre gourmand. Si vous pouvez en donner une de plus, on la prend. Je vous en fais une par quadrimestre, on va dire. Ça marche. Quadrimestre, ça veut dire que Claude offrira au total 3 journées gratuites de boissons chaudes. Sinon, on a vu tout ce que vous aviez sur le site. Malheureusement pour Claude, il reste encore un dernier petit détail à régler. Thierry et Sylvie ont gardé le meilleur pour la fin. On a une rétrocession de 1 500 € annuels. D'accord, donc vous avez une rétro. Une rétrocession, ça signifie que Claude doit reverser une partie de son chiffre d'affaires au comité d'entreprise. Ici, ça représente près de 15%. Non, ce qu'on veut, c'est une rétrocession, après qu'il soit trimestriel ou pas. Voilà, je sur montant, je dis 4 sur facture. Voilà. D'accord, ça marche. Voilà. Une demande qui n'étonne même pas Claude. Ça paraît incroyable, mais cette pratique est parfaitement légale. Grâce aux largesses de Claude Bonelli, le CE va pouvoir augmenter son budget. L'intérêt, c'est de gagner de l'argent pour redistribuer aux salariés. D'accord, très bien. Le salarié met de l'argent dans la machine, il en récupère un peu, tout le monde est content. Voilà. Les 1 500 €, ils vous servent à quoi? Alors, le comité a acheté un fourgon et nous permet de payer l'entretien de ce fourgon. D'accord. Donc ça revient en fait, c'est une redistribution directe plus ou moins. Oui, parce qu'il est à disposition des salariés le fourgon. Salarié, c'est quelqu'un de ménage. De grosses choses, c'est pour ça. Quelqu'un achète un meuble, il peut prendre le fourgon et aller le chercher, ça évite de louer un fourgon. Sylvie et Thierry ont des raisons d'être satisfaits. Aucun autre fournisseur n'avait accepté leurs conditions. Donc, ici, une grosse panne. Quant à Claude, il ne gagnera pratiquement pas d'argent, mais ce nouveau contrat lui permet de renforcer sa présence dans le secteur. Si je reste sur ces prix-là, c'est parce que globalement, j'arrive vraiment à sortir. Pourquoi? Parce que justement, j'ai des clients autour. Si j'avais que vous, à mon avis, j'aurais été obligé de faire comme mes concurrents, d'augmenter les prix. Le comité d'entreprise se laisse encore 3 semaines pour réfléchir, mais l'affaire semble bien engagée pour Claude Bonelli. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au total, plus de 14 millions de gobelets sont vendus chaque jour en France sur les lieux de travail. Aujourd'hui, ça peut paraître banal, mais il n'y a pas si longtemps, ce service était un luxe dans les entreprises. Une avancée sociale qui est née dans les années 60. Dans cette grande usine d'automobile de la région parisienne, les distributeurs automatiques permettent au personnel de se procurer des boissons sans alcool, chaudes ou glacées, à un prix modique. À l'époque, c'est une question de santé publique. L'État veut supprimer la coutume du litre de rouge dans les musettes des ouvriers. Les fontaines à eau et distributeurs automatiques font alors leur apparition. Du jour au lendemain, ils remplacent les employés chargés de faire la tournée des boissons. En 40 ans, pas moins de 600 000 distributeurs sont entrés dans les entreprises. Aujourd'hui, de toutes les boissons, c'est le café qui est le plus consommé. Il représente 70% des ventes. Et pourtant, question goût, on ne peut pas dire que les clients sautent de joie. Il est bon, celui-là? Non, pas terrible. Il est pas terrible, hein. Il est même pas bon du tout. À 30 centimes le café, peut-on vraiment s'attendre à du haut de gamme? Que trouve-t-on dans votre gobelet? Direction la Plaine Saint-Denis en banlieue parisienne. Nous voici chez Philippe Martin. Le problème, c'est que pour les faire monter, il faut... C'est un grossiste spécialisé dans le café. Une espèce de bruit, tu sais. Ça coûte bonbon. Dans son hangar, des palettes entières de café en vrac qu'il achète dans le monde entier. Philippe Martin le torréfie, c'est-à-dire qu'il le cuit
pour ensuite le revendre aux bars, restaurants et distributeurs automatiques. Ici, on trouve les 2 familles de café cultivées à travers la planète. Le Robusta à droite et l'Arabica à gauche. Seuls les experts les reconnaissent à l'œil nu. La grosse différence, le Robusta a plus d'amertume que l'Arabica. Les Arabica développent plus d'arômes, plus d'acidité. Ça confère au café un goût plus agréable à boire. Pour Philippe Martin, le plus raffiné, c'est donc de l'Arabica. Et voici son péché mignon. Ça, c'est de l'Inde. C'est de l'Arabica des Indes. L'Arabica des Indes, c'est un des cafés les mieux triés au monde. Là, on voit bien, là, un peu de blanc. Là. Mais l'Arabica est 50% plus cher en moyenne que le Robusta. Alors il y a peu de chances que vous ayez un café 100% Arabica dans votre gobelet. Le repère. Le plus souvent, tous les cafés sont là. Ce sera un mélange. Ça, c'est le café que l'on vend le plus aux distributeurs automatiques. La profession chez les torréfacteurs, où ils vendent beaucoup de 70% Arabica et 30% Robusta. Moi, personnellement, si j'avais à boire du café, je préfère boire du 100% Arabica. Mais c'est affaire de goût. Hein. C'est moins raffiné ? C'est moins raffiné, oui. On va dire que c'est un mot qui convient bien. Oui, le Robusta, c'est moins raffiné. C'est du café, c'est du bon café, mais c'est moins raffiné. Un tiers de Robusta dans votre café, c'est donc ce que l'on trouve dans l'immense majorité des machines de bureau. Mais dans le business des distributeurs, il y en a qui ont décidé de jouer une toute autre carte, un pari plutôt audacieux. Dégustation de Grand Cru avec le patron. Sylvain Caron, 61 ans, en a plein les papilles. Ouais, le Santos, c'est parfait. Le Santos, c'est un Arabica du Brésil. Celui-ci est exceptionnel. Surtout le Santos n'a aucun arrière-goût. Ici, on aime les bonnes choses. Mais attention, cette cuvée, Sylvain Caron ne la gardera pas pour lui. Des milliers d'employés de bureau vont bientôt profiter de ce café 100% Arabica. Parfait, ça. Avec 2000 distributeurs automatiques qui tournent dans toute la France, Sylvain est un des leaders de la machine de bureau. Et le café qui est servi dans les gobelets, le voici. Inde, Brésil, Guatemala, il arrive en vrac des 4 coins du monde. C'est l'heure du verdict. Alors surtout, on va sentir s'il n'y a pas de moisissure. S'il a été bien séché, s'il a été mal séché, il va prendre des moisissures, il va sentir le moisi. Et là, ça va ? Là, c'est parfait. Du 100% Arabica qu'il va maintenant torréfier avant de l'emballer pour ses distributeurs. Ça lui revient à 15% plus cher que le mélange standard de ses concurrents. Alors tout consiste à le vendre, comme un produit de luxe, sans le brader. Ce jour-là, c'est Xavier Vuillemin, son directeur commercial, qui s'y colle. Pour ce rendez-vous, en plus de son attaché-caisse, il a carrément apporté avec lui une machine à café. Il faut dire que l'entreprise qu'il prospecte compte 200 salariés, c'est-à-dire 200 consommateurs potentiels. Bonjour monsieur. Vous allez bien? L'homme qu'il doit convaincre, c'est Michel Levaillé, le responsable des achats. Mais c'est loin d'être gagné, car il a déjà 5 machines en place pour ses employés. Alors pour essayer d'évincer ses concurrents, Xavier va sortir le grand jeu. Donc voici notre café. Pour ferrer Michel Levaillé, il faut qu'il ait un coup de cœur. Xavier a sa méthode. Il lui fait le coup du paquet. Pour garder les saveurs, alors. Bah écoutez, voilà, je vous laisse... D'accord. Voilà, je vous laisse voir le café. Regardez, il l'a senti, parce que il l'a vu, et maintenant il va le toucher. C'est vraiment un produit naturel. Je vous en prie, si vous voulez, vous pouvez vous servir. Si vous regardez l'intérieur d'un grain de café, vous verrez qu'il est cuit, il n'est pas grillé. C'est ce qui fait la différence entre une production artisanale et industrielle. Après 10 minutes de mise en condition, Michel Levaillé est mûr. Voilà, je vous laisse regarder la couleur du café. Merci bien. Il faut maintenant le faire boire et surtout se taire. Le café, qu'en pensez-vous? Il est bon. Il vous plaît? Moi, il me plaît comme ça pour un... C'est très bien parti, car visiblement le café dans cette société, c'est sacré. Pas le seul. Oui, bien sûr. Chez nous, il y a beaucoup d'amateurs de café. D'accord, donc vous avez déjà du très bon café chez vous? Chez nous, on a du bon café. Je reconnais que celui-ci, pourtant je ne suis pas un très grand amateur de café, parce que j'adore le thé, mais je reconnais que celui-ci est très bon et il laisse un bon goût dans le palais. Les collaborateurs de Michel Levaillé sont privilégiés. Les boissons chaudes sont offertes par la direction. À bientôt. Je vous passe un petit coup de fil. 2 semaines plus tard, ils boiront celui vendu par Xavier. À bientôt, monsieur Levaillé. Le haut de gamme, ça peut paraître étonnant pour du café vendu en gobelet.
Mais ça a permis à la Maison Caron de faire 500 000 € de bénéfices l'année dernière. Tout au long de cette émission, on vous a parlé des secrets de votre entreprise. Il y en a un qui est particulièrement tabou, c'est celui qui concerne la place des handicapés au travail. En moyenne, ils sont 3 fois plus nombreux à être au chômage que les autres demandeurs d'emploi, quand leur handicap, bien entendu, ne les empêche pas d'exercer une activité professionnelle. Enquête sur un sujet tabou, signé Maude Brunel et Laurent Lesage. À Nantes, dans cet immeuble, vit une jeune personne très motivée. Elsa Chauviré a 32 ans. Vas-y, tu peux rentrer, Camille. 2 fois par semaine, son aide ménagère vient lui donner un coup de main. Donc voilà, il y a de la vaisselle à faire, des pâtes, et puis bon, le nettoyage habituel. Ok, ça marche. Ça marche. Un problème à la naissance a laissé Elsa paralysée des jambes et d'un bras. Mais la jeune fille n'est pas du genre à se laisser abattre. Ah bah parfait. Quand l'une a le moral qui baisse, l'autre le remonte. Ouais. On essaye en tout cas. Quelquefois, on a toutes les deux le moral qui est pas terrible, donc dans ce cas-là, on fait avec. Non mais ça va. Elsa a la pêche et elle est bardée de diplômes. Bac plus 5, DESS de droit social. Mais cela fait 2 ans qu'elle cherche du travail. En décembre, elle tombe sur l'annonce de ses rêves. Un poste de conseiller au contact du public, un emploi ouvert aux handicapés. Et surtout, en plus, poste travailleur handicapé. Super. Super. Salaire indicatif. Sincèrement, moi, ce qui compte, c'est de trouver du travail. Mais c'était correct. C'était entre 1450 et 1615 €. Je pense que c'est en brut qui parle. Voilà. Vous allez ? Tout à fait. Tout se passe à merveille. Elsa passe l'entretien, elle est retenue, elle est même convoquée pour visiter son futur lieu de travail. Donc a priori, ça qu'on est. Et faites les tests, vous faites un test Oui, même en plateforme téléphonique, j'essaie de... ils me disent, essayez de téléphoner, je fais un essai téléphonique, il n'y a pas de problème. En plus, cela tombe bien, Elsa peut aller travailler très facilement en bus. Son futur lieu de travail n'est qu'à 1 demi-heure de chez elle. Je vais le mettre là. L'embauche d'Elsa a été fixée au 15 décembre, mais au dernier moment, son employeur s'est débiné. Les handicapés font peur aux entreprises. En France, 1 société sur 2 refuse toujours de leur ouvrir ses portes. Pourtant, depuis 20 ans, ils sont obligés de le faire. Selon la loi, depuis 1987, chaque société devrait compter 6% de personnes handicapées dans ses effectifs. Mais comment certains employeurs font-ils pour éviter ce quota ? Pourquoi les handicapés sont-ils discriminés alors que vous allez voir, les embaucher, parfois, c'est une très bonne affaire. Retour à Nantes. Dans le cas d'Elsa, le plus ahurissant, c'est que l'employeur qui avait promis de l'engager avant de lui claquer la porte au nez, c'est la NPE. Finalement, c'est là que vous avez failli travailler. Voilà. J'ai juste malheureusement failli. J'aurais aimé que ça se concrétise réellement. Vous pouviez vraiment tout faire ? Vous pouviez aller voir les clients à l'extérieur Avec le transport handicapé, je pense que c'était possible. En tout cas, ça méritait qu'on me donne une chance. Elsa estime qu'elle a été discriminée à cause de son handicap. Elle envisage de porter plainte. Nous nous sommes rendus à la direction régionale de la NPE pour comprendre la décision concernant Elsa Chauviré. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Partout en France, la NPE respecte le quota de 6% de personnes handicapées dans son personnel. Ici, on affiche les posters de la campagne antidiscrimination. Monsieur Génie est le directeur délégué à Nantes. Merci de me recevoir. Bonjour. Et Madame Péchard est la responsable de l'agence où devait travailler Elsa. C'est sous réserve. Nous leur avons apporté 2 documents signés par leur propre service. Le premier confirme qu'Elsa a bien reçu son certificat d'aptitude au poste, délivré par le docteur Lagru, un médecin désigné par la NPE.
Dans le second document, il est clairement écrit que l'embauche à l'agence locale de Saint-Sébastien se ferait à partir du 15 décembre 2006. C'est écrit et c'est signé par le responsable des ressources humaines de la NPE. Silence, embarrassé. Vous pouvez comprendre le désarroi de cette personne? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Qu'on recrute Mme Chauviré pour lui dire au bout de 6 mois, je suis désolée, vous ne faites pas l'affaire, on peut pas. Moi, je trouve que c'est encore plus inhumain, c'est encore plus irresponsable de prendre quelqu'un pour ne pas le suivre derrière. On prend effectivement, c'est plus responsable de lui avoir envoyé un courrier en lui disant qu'elle était prise et finalement de ne pas la prendre? Non, sur les maladresses du courrier, on peut acter les maladresses du courrier, effectivement. Bien que le médecin ait donné son feu vert, ils ont estimé qu'Elsa ne pourrait pas tenir le rythme. Selon eux, son poste impliquait notamment trop de déplacements. Visiter en moyenne entre 10 et 15 entreprises par mois pour chaque conseiller de la NPE d'une manière autonome. Je sais pas, aujourd'hui pour Mme Chauviré, comment ça peut se faire? Elle ou quelqu'un d'autre dans sa situation. Mais vous ne lui avez pas laissé la chance même d'essayer? Non. Non, mais on ne recrute pas en donnant la chance d'essayer. Enfin, on n'est pas comme ça. À ce jour, le poste n'est toujours pas pourvu. En France, le taux de chômage des personnes handicapées est 3 fois supérieur à celui des personnes valides. Pourtant, les entreprises qui embauchent des salariés handicapés n'ont pas à le regretter. Ndiamé Lam prépare son petit déjeuner avant d'aller travailler. Ndiamé vit à Paris. Atteinte de poliomyélite depuis l'âge de 11 ans, elle peut à peine se déplacer. Elle a tout à fait conscience d'être un peu hors norme pour les employeurs. Ils ont peur. Et c'est tout à fait normal. Et nous, on est capable de travailler, mais c'est la physique qui choque un tout petit peu. Oui, ils n'ont pas l'impression de prime abord que vous pouvez travailler. Si on veut un peu. Moi, c'est ce que je dis toujours dans ma tête. Quand on veut un peu. Avec son moral d'acier, elle n'a mis que 3 mois et demi à décrocher son job. Elle est caissière dans un supermarché en banlieue. Et pour son employeur, il a fallu beaucoup d'organisation. Mais tout est subventionné. D'abord, pour lui éviter de se fatiguer dans les transports en commun, un chauffeur vient la chercher. Et son aide n'est pas superflue, car même en fauteuil motorisé, les trottoirs sont parfois traîtres. M'aider s'il te plaît à monter un tout petit peu. Parce que... Voilà, merci. Ce taxi un peu particulier ne coûte pas cher à son patron. Seulement 45 € par semaine. C'est la ville de Paris qui subventionne. Ce jour-là, il y a des embouteillages. Alors Ndiamé est un peu à la bourre. Moi je cours, hein. Pardon? Moi je fais vite, hein. Ouais. Je fais 3e vitesse. Elle fait son entrée sur les chapeaux de roue. C'est un peu la mascotte du supermarché. Bonjour Roger. Ça va bien? Son penchant pour la vitesse n'a pas échappé au directeur, Laurent Besse. Ne roule pas trop vite, s'il te plaît. D'accord. C'est pas la première fois que je te dis ça. Le supermarché de Laurent Besse, c'est un peu la maison du bonheur pour les handicapés. Mais ce n'est pas seulement par bonté d'âme. Avoir un quota de 6% de salariés handicapés, c'est une obligation légale. Si elle n'est pas respectée, l'entreprise est sanctionnée. On a soit le choix d'avoir des travailleurs et de faire ce qu'ils font pour eux, ou bien de payer la cotisation qui nous est demandée tous les ans, voilà, c'est ça. Alors soit on paye l'amende et puis on s'occupe pas de faire travailler les gens, ou soit on se dit tiens, on va faire travailler les gens qui veulent travailler. L'âme, elle veut travailler et on a fait tout ce qu'il fallait pour la faire travailler. Dans le cas de ce supermarché, l'amende s'élèverait à environ 11 000 € par an s'il n'y avait pas de salariés handicapés. Plutôt que de payer l'amende, l'enseigne a préféré investir pour embaucher 7 salariés, comme Ndiamé. Voilà, ça c'est mon ascenseur à moi. Donc il n'y a que moi qui le prends avec mes clés. Et vous allez où avec ça? Je monte en haut pour me changer. Ah d'accord. Voilà. Un ascenseur installé spécialement pour elle lors de la construction du supermarché il y a 2 ans. Toute pimpante dans son uniforme, elle met la touche finale. Voilà, tous les jours je mets un peu de parfum pour sentir bon pour les clients. Voilà.
Doucement, Manu. Une fois en caisse, voilà. Ndiamé est aussi performante que ses collègues. Fauteuil, je laisse là. Bonjour Rachid. Son poste de travail a été spécialement aménagé pour que son handicap ne nuise pas à sa productivité. Voilà, je prends ma caisse, normalement. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Donc la caisse, elle est adaptée à la taille de l'âme. Elle est plus basse? Donc elle est plus basse que les autres, c'est pas flagrant. Non, c'est pas flagrant. Elle est plus basse. Elle a été rabaissée de quelques centimètres. Donc elle peut pas avoir autre chose que la caisse numéro 1. On voit bien, non, c'est sa caisse. Donc là on a les petites roulettes. Comme ça les articles, elle les soulève pas, elle les fait glisser. Un surcoût de 2 000 € pour les aménagements de cette caisse. Mais il n'y a pas qu'une question d'argent. Le patron doit aussi savoir s'adapter aux handicaps très divers de ses salariés. C'est parfois un peu surprenant de voir Laurent Bess dialoguer avec Abdel, son magasinier. Les conversations se passent dans le plus grand silence. Abdel est sourd-muet, le directeur ne parle pas la langue des signes. Les deux hommes ont inventé un moyen bien à eux de communiquer. Vous pouvez nous faire une traduction là, parce que nous on n'a rien compris. Donc là je lui ai demandé, à ma façon, d'agrandir le facing de ce produit-là. Ouais. Il y a un paquet gratuit, il y en a en stock là-haut, donc c'est une bonne opération pour le client. Ouais. De réduire ce produit-là qui, lui, m'a dit que c'était pas terrible. Ah, il vous a dit ça? C'est ce qu'il m'a dit. Ah, vous l'avez compris? C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Donc il m'a dit ça c'est pas terrible, donc ça mettre sur 2 et ça mettre au-dessus afin de pouvoir mettre l'article donc sur 2. En fait, Abdel lit un petit peu sur les lèvres. Depuis combien de temps vous travaillez ici? Ça fait 4 ans. Mais ce point de vente, c'est un peu une vitrine. Car même si elle fait des efforts, cette chaîne de supermarchés a encore du mal à être en conformité avec la loi. Au siège de la société Attaque, en cette mi-février, c'est l'heure des comptes. Chaque année, les entreprises doivent déclarer à la direction départementale du travail leur nombre d'employés handicapés. Le comptable a 400 déclarations à faire, une par magasin. En voici une, prise au hasard. Alors, si je remplis donc la déclaration, le magasin, il y a donc 97 personnes. Il doit avoir 5 personnes handicapées. Et nous constatons en fait que dans ce magasin, le nombre de handicapés est de 2. Donc ils n'ont pas employé suffisamment de personnes handicapées. Ils n'ont pas employé suffisamment de personnes tout au long de l'année. Ce magasin n'est pas dans les clous. Il n'a pas ses 6% de salariés handicapés. Au total, pour l'enseigne, on n'arrive pas à atteindre le quota imposé par la loi. Alors pour l'ensemble des établissements chez Attaque, nous avons un taux d'emploi qui est de 4,18%. 4,18%. 4,18%. Ça veut dire que nous avons 4% de nos effectifs qui sont des travailleurs qui ont la reconnaissance handicapés. Ce n'est pas les 6% qu'exige la loi. Tout à fait, ça n'est pas les 6% que la loi exige. Alors, combien cela va-t-il leur coûter ? 8,27 égale 1 042 000 euros. 1 million d'euros, un peu plus d'un million d'euros. Un peu plus d'un million d'euros, effectivement, de contributions à régler. Ça fait plutôt mal. En France, une entreprise sur 2 paye une amende. Au total, 450 millions d'euros. Cet argent sert à subventionner l'insertion au travail des handicapés. Mais pour réduire le montant de l'amende, il existe une astuce parfaitement légale. Avoir un fournisseur qui emploie des personnes handicapées. Exemple, près d'Agen, voici l'Apia, une société dirigée par Walter Krieger. Dans ce bâtiment, on conditionne des fruits et des légumes que l'on retrouve en rayon dans les supermarchés. Bonjour Joël. Et à chaque fois qu'elles commandent des produits ici, les enseignes
comme Attaque, réduisent leur amende au passage. Alors une entreprise avec laquelle on a traité à hauteur de 615 000 € de chiffre d'affaires, ça leur permet, avec des calculs qui sont savants, hein, c'est la législation qui donne ces calculs-là, cette entreprise va pouvoir bénéficier d'une dépénalisation de 10,3 travailleurs handicapés. Ça veut dire que, en théorie, on pourrait considérer que 10 personnes, travailleurs handicapés, ont travaillé toute l'année 2006 pour cette enseigne. Voilà. En fait, c'est comme si... C'est comme s'ils avaient embauché ce personnel-là chez eux et ils peuvent défalquer ces 10 personnes de leur obligation d'emploi. Pour un supermarché, 10 employés handicapés délocalisés ici, c'est 40 000 € d'amende en moins. La PIA est ce que l'on appelle une entreprise adaptée. Elle emploie 80% de personnes handicapées. La sonnerie donne le top, les chaînes se mettent en haut. Le boulot consiste à découper et mettre des légumes en barquette. Ici, les salariés souffrent de handicap physique ou mentaux légers. Il y a beaucoup de choses que je peux pas faire. Ouais. C'est-à-dire quand les palettes sont hautes et tout, quand je peux pas attraper les carottes ni rien, quoi. Alors voilà. Et là, par exemple, là, je vois votre table, elle a été. Oui, on m'a mise à niveau. On m'a mise à niveau pour être adaptée. Vous souffrez de quel handicap? Visuel. J'y vois plus rien. J'y vois très très peu. Les cadences sont spécialement adaptées. La chaîne Poirot, par exemple, est 3 fois moins rapide que dans une entreprise classique. Le rythme est plus lent, mais il faut le tenir. 5 à 6 palettes on fait, quand ça donne, mais il y a des jours ça donne 2 fois plus. On parle de productivité comme dans une entreprise classique. Tout à fait. Forcément, parce qu'on est quand même dans l'économique. Les salariés sont 3 fois moins productifs et l'entreprise vend ses produits au prix du marché. Alors, comment Walter Krieger gagne-t-il de l'argent ? Alors ? Son secret, il reçoit un bon coup de pouce de l'État car le salaire de ses employés payé le SMIC est largement subventionné. Nous avons aujourd'hui une aide au poste qui est équivalent aujourd'hui à peu près 11 800 € par an. 11 800 € par an et par salarié, la moitié des salaires est donc prise en charge par l'État. Grâce à tous ces dispositifs, les entreprises françaises recrutent 15 fois plus de handicapés qu'il y a 20 ans. Mais dans notre pays, une personne handicapée sur 2 est encore exclue du monde du travail. On vient de voir le sort réservé aux handicapés dans le monde du travail. Il y a une autre catégorie de personnes pour qui ce n'est pas facile de se faire une place. Ce sont les gens en surpoids, les obèses. En moyenne, un candidat en surpoids a 3 fois moins de chances de décrocher un job qu'un autre candidat. Alors, pourquoi y a-t-il une telle discrimination au travail et comment s'exerce-t-elle au quotidien ? Catherine Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de recrutement et vous présidez par ailleurs une association de personnes en surpoids. Oui. Alors vous, dans votre carrière, dans votre vie professionnelle, est-ce que vous avez été victime de discrimination ? Alors oui, effectivement, j'ai une première partie de ma vie où j'étais directrice commerciale et une autre partie où j'ai souhaité m'orienter vers l'insertion professionnelle. Et à ce moment-là, j'ai postulé dans différentes missions locales et entre autres dans une ville de Seine-Saint-Denis où mon CV passait très bien. J'ai rencontré le responsable de la mission locale qui m'a expliqué tout le bien qu'il pensait de moi et de ma candidature, qui m'a dit que bon, c'était fait. Et ensuite, j'ai patienté pendant 15 jours, voyant que rien ne venait. Je l'ai rappelé plusieurs fois et au bout d'un moment... Pas de nouvelles. Enfin, je le rappelais, il me disait oui, ça va venir. Enfin, il me faisait patienter un petit peu. Et il a fini par me dire ces mots qui me sont restés gravés quand même, qui étaient, mais compte tenu de votre aspect physique, vous mettre au contact de jeunes de 16 à 25 ans, ce serait vous mettre en danger. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Que j'étais certainement trop grosse pour faire ce métier. Je pense en un mot comme on sent. Pourquoi ça serait dangereux ? J'ai pas très bien compris, parce que peut-être qu'il fallait courir vite, je ne sais pas, pour échapper à ces jeunes si difficiles. Et donc c'est là où vous êtes vraiment aperçu qu'il y avait un problème de discrimination vis-à-vis de votre physique ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que les entreprises ne veulent pas embaucher des gens qui ont du poids ? De quoi elles ont peur ? On va avoir souvent des employeurs qui vont se réfugier derrière le... Moi, je prendrais bien une personne grosse ou je prendrais bien une personne noire. Mais c'est pour mes clients. Vous savez, mes clients, eux, ils sont peut-être un peu racistes, peut-être ils n'aiment pas trop les gros. Alors, ils se réfugient derrière ça. En gros, on ne veut pas les voir, quoi. Voilà, on va les mettre, par exemple, au télémarketing, mais on ne va pas les mettre en commerciaux de terrain, par exemple.
Attendez, le préjugé du gros, pardon, je reprends votre expression. Mais c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, les noirs sont noirs, les gros sont gros. Voilà. Donc le préjugé du gros, entre guillemets quand même, c'est quoi exactement dans la tête d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise? Alors il y a deux choses. La première chose, dans un premier temps, c'est qu'il est certainement mou, pas très propre. On est quand même sur des préjugés qui sont lourds. Pour le coup. Quelqu'un qui est gros, c'est quelqu'un qui transpire, qui ne sent pas très bon, qui n'a pas beaucoup d'éducation, qui est certainement un peu pauvre, etc. Et puis il y a quelque chose de nouveau qui est apparu aussi, c'est que c'est l'image du malade maintenant. On a tellement finalement véhiculé l'image que l'obésité, c'était la maladie, c'était le risque cardiovasculaire, c'était tout ça. Ce qui est vrai ce qui aussi, est également vrai. Ce qui est également vrai, que finalement tous les gens qui ont 3 kilos en trop sont un peu soupçonnés d'être en danger de mort imminente, donc on hésite un peu à les prendre. Donc il y a un peu ces deux choses-là. Alors en même temps, la discrimination est illégale en France. Oui. Quel recours on peut avoir face à ce genre de comportement? Quand on est vraiment victime de discrimination, on peut contacter son syndicat, on peut contacter des associations comme la nôtre, on peut contacter la HALD. La Haute Autorité contre la discrimination. Voilà. On peut également saisir le tribunal des prud'hommes. D'accord. Il y a beaucoup de cas qui terminent au tribunal ou finalement c'est quelque chose qui reste encore assez tabou? Assez peu, parce que finalement les gens sont tellement complexés eux-mêmes, ils sont d'une certaine manière tellement certains que s'ils sont gros, c'est après tout un peu de leur faute, qu'ils n'osent pas aller déposer plainte. Donc il faut les encourager à déposer plainte. D'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. Dans 15 jours, nous allons totalement changer de décor puisque nous allons aborder une question qui est au cœur de l'actualité. C'est une question centrale de la campagne des présidentielles, la question du pouvoir d'achat. Nous avons, entre autres, enquêté sur l'ouverture des magasins le dimanche. Pour les employés, est-ce vraiment une bonne affaire? Qu'est-ce que ça donne sur les dimanches? Vous avez quoi en plus? On est majoré à 50% le dimanche. Donc ça fait quoi concrètement en euros en plus? En euros, ça fait en brut, ça fait 126 € de plus. Gagner mieux sa vie, est-ce vraiment possible et à quelles conditions? C'est dans 15 jours, dans Capital. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Philippe Pécoul, Thibaut de Barberac, Fabien Vincent, Emmanuel Leclerc, Pénélope Ponté et Laurent Renaudy. Tout de suite, enquête exclusive qui vous propose un document sur le nouveau Far West, la Guyane. Vous allez voir, ce territoire d'outre-mer est l'objet de toutes les convoitises. Bonsoir et bonne semaine. Réagissez à l'émission dans le Forum Capital sur m6.fr.